Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Merci de choisir Film FM. Bienvenue dans ce Film Soir. Le sommaire: évasion à la maison centrale de Conakry. L'un des conseillers de l'ex-président Dadis annonce une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Selon Maître Diokame Aba, la vie de son client est en danger. Des réactions retrouvées dans ce journal. Et plus d'une cinquantaine de militaires et de gardes pénitentiaires viennent d'être radiés des effectifs de l'armée guinéenne par les autorités de la transition. Vous aurez la réaction d'un juriste dans ce journal pour notamment faire un point sur les textes de loi par rapport aux radiations. Film FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le domicile du colonel Claude Pivy, situé à Manéa, dans la préfecture de Koya, a fait l'objet de vandalisme dans la soirée du samedi dernier en marge de la tentative d'évasion du capitaine Dadis et compagnie. Et selon nos informations, plusieurs jeunes de la famille Pivy ont été molestés et interpellés par les agents des forces de l'ordre. Selon les témoignages recueillis sur place, les citoyens de cette localité vivent dans la peur. Mamadou Diakité. Sur les lieux, les impacts des balles sont encore visibles sur les murs, plafonds et portes des chambres sont perforées. Selon une autorité locale, c'est un groupe de militaires lourdement armés, cagoulés, tous habillés en treillis qui ont fait une descente musculée dans la concession du colonel Claude Pivy à Manéa. Il y a eu une descente, plus de 28 pick-up est venu, qui ont saccagé des gens, des objets de la maison, ainsi de suite comme ça. Ils ont frappé certaines jeunes et les envoyés. On a eu peur, la population a eu peur. Parce qu'on n'était pas averti, personne n'était averti. Dès qu'ils ont venu, c'est l'entourage de la concession, ceux qui habitent, tout le monde était rentré dans les bâtiments sans fermer. Une grosse panique s'en est suivie dans le quartier, amenant les populations à se tirer à la maison. Désemparés, cet autre jeune revient sur leur mésaventure et déplore la méthode brutale des militaires. Et ils sont venus rentrer, casser les choses, tirer. Partout où ils rentrent, ils fouillent les choses là-bas. Jusqu'à ils ont venu rentrer dans le chambre de le boss là-bas. Ils ont fait sortir le boss, le déshabiller. Ils ont demandé à le boss, et c'est à l'arme ici. Qui est le boss? Dernier fils de Claude Pivy. Le boss a dit, moi, il n'a pas d'arme. Moi, il n'a pas d'arme. Ils ont tapé sa tête. Là, on ne sait même pas là où on les a envoyés. Franchement, là, on est là comme ça, sans espoir. Pendant ce temps, les autorités locales s'activent pour sensibiliser les citoyens vivant dans la peur depuis la journée de l'évasion de Claude Pivy et compagnie de la maison centrale de Conakry. Et 9 personnes militaires et civiles ont été tuées dans les événements liés à l'attaque contre la maison centrale de Conakry la nuit de vendredi à samedi dernier. Et c'est le bilan tragique dressé par le parquet général ce lundi. Pendant ce temps, les forces de défense et de sécurité poursuivent les recherches pour retrouver les autres éléments du commando et le seul fugitif qui reste. Les précisions avec Alice Illa. 4 morts parmi les forces de défense et de sécurité, 3 morts du côté du commando ayant attaqué la maison centrale de Koronti, 2 victimes civiles et 6 blessés par arme à feu. C'est le bilan présenté par le procureur général près la cour d'appel de Conakry. En plus de ce bilan macabre provisoire, le parquet général annonce également la saisie de plusieurs engins roulants, des armes de guerre et des grenades sur les éléments qui ont perpétré cette attaque. Les 3 éléments du commando qui sont tombés ont été tués au cours des échanges de tirs avec les forces de défense et de sécurité dans leur fuite au quartier Samatra en route banlieue de Conakry, précise le communiqué signé de Yamoussa Konté, procureur général près la cour d'appel de Conakry, sans dévoiler l'identité de ses victimes. Ces mêmes communiqués ne précisent ni l'identité ni le lieu de la mort des 4 victimes côté forces de défense et de sécurité. Selon bon nombre d'observateurs, ce bilan risque de s'alourdir au regard de la chasse à l'homme et les enquêtes en cours pour retrouver le seul fugitif qui reste en l'occurrence colonel Claude Pivy et les autres éléments du commando. Ce lundi, les éléments des forces spéciales ont fait des descentes musclées à Koleya, un quartier de la proche banlieue de la capitale, à la recherche des assaillants où plusieurs concessions ont été systématiquement fouillées. Je vous l'annonçais dans les titres, l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara a annoncé ce lundi qu'il va porter plainte contre X pour enlèvement et séquestration de son client. Maître Diokame Aba, qui s'exprimait dans l'émission Mirador, a soutenu que son client lui a dit que les personnes qui ont attaqué la maison centrale connaissaient le colonel Claude Pivy, des affirmations démenties par l'avocat de ce dernier. D'ailleurs, Maître Fodé Kaba Chérif a précisé que son client lui a confié que son fils n'a pas pris part à
cette évasion. Il dit être inquiet de la sécurité de Claude Puvis qui reste toujours introuvable. Reportage Mbani Sidibé. Après l'attaque de la maison centrale, 3 parmi les évadés ont été ramenés dans leur cellule, mais le colonel Claude Puvis reste toujours en cavale. Pour le moment, les avocats de ces 3 qui ont été retrouvés et accusés dans le dossier du 28 septembre 2009 continuent de clamer leur innocence. Dans sa prise de parole, l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara est catégorique. Mon client a été enlevé et je vais porter plainte, prévient maître Zokame Haba. Mon client m'a parlé d'enlèvement par des gens qui connaissaient parfaitement le colonel Claude Puvis, un ancien président. L'exposer pour ce qui s'est fait, pour moi, c'est mettre sa vie en danger. C'est pourquoi une plainte va être déposée pour enlèvement, séquestration, pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas ce que pense l'avocat de Claude Puvis. Maître Fodé Kaba Chérif affirme que son client lui a dit qu'il ne connaissait pas ceux qui sont venus attaquer la maison centrale. J'ai pu échanger avec mon client dans l'après-midi du samedi. Il m'a dit qu'il fait partie des personnes qui ont été enlevé par des jeunes soldats. Aujourd'hui, qu'il avait peur, mais parce que il apprend, on est en train de dire que c'est son fils qui était à la tête du commando, je lui ai demandé de revenir. Il m'a dit qu'il cherchait à revenir, mais qu'il avait peur pour sa vie. Maître Fodé Kaba Chérif dit qu'il n'a plus les nouvelles de son client. Il ne cache pas son inquiétude. J'ai tout fait pour connaître sa position afin que je puisse contacter les autorités, mais apparemment, il était tellement épeuré qu'il me disait qu'il allait me rappeler par rapport à cela. Depuis ça, je tente maintenant de le joindre, c'est en vain. Je suis inquiet pour sa vie parce que je ne sais pas si il est encore en vie ou pas. Dans un décret rendu public, le président de la transition a radié le colonel Claude Puvis pour inconduite. Son avocat n'a pas voulu s'exprimer sur ce décret. Et l'intégrité physique des ou du fugitif de la récente tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry doit être respectée et pour ne pas impacter négativement le déroulement du procès du 28 septembre 2009 qui est en cours. C'est en tout cas l'avis du président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée de passage dans l'émission Mirador ce lundi. Baouri a invité les autorités de la transition à accélérer la mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour consolider la réconciliation nationale en Guinée. Décryptage Aboubacar Sidiki Camara. Vu que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités quant à la récente tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry, le président de l'UDRG s'est abstenu de tout commentaire sur cette affaire. Par contre, Baouri appelle à une prise de conscience face à ce que traverse le pays. La République est fragile. Et cette fragilité de la République, dans les circonstances actuelles, doivent amener tous les responsables à faire preuve de responsabilité et de sens de retenue. Pour l'acteur politique, l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009 est un acte courageux de la part des nouvelles autorités de la transition. Selon lui, rien ne doit impacter ce processus. Qu'il faut maintenir dans le sens de la primauté du droit au-delà de toute autre considération qui peut impacter négativement le processus de ce procès. Indépendamment de la Guinée, dit-il, la gestion d'une transition est la gouvernance la plus complexe au monde. C'est pourquoi Baouri a fait une invite aux autorités actuelles. Les autorités du gouvernement actuel d'accélérer la mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour consolider et affirmer la réconciliation nationale en Guinée. Ne rien faire, retarder, c'est préparer plus ou moins des bombes qui risquent d'exploser à tout moment. Et ça, le gouvernement a une part de responsabilité dans certaines lenteurs qui sont dommageables à la sécurité civile et nationale, a fait remarquer l'homme politique. Et plusieurs militaires et gardes pénitentiaires qui auraient un lien avec la récente tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry ont été radiés de l'effectif de l'armée ce dimanche par les autorités de la transition. Une décision qui intervient alors que les enquêtes sont ouvertes pour situer les responsabilités dans cette affaire. Alors que dit nos textes de loi par rapport à la radiation? À quel moment peut-elle intervenir? Notre rédaction a joint un spécialiste des questions juridiques pour éclairer nos lanternes. Je vous propose d'écouter Mamoudou Montesquieu Diakité. Il a été joint au téléphone par Aboubacar Sidiki Camara. Il faut savoir déjà que la radiation est une mesure administrative. Le président prend un acte administratif unilatéral pour procéder ainsi, avant même tout jugement pour complicité ou pour d'autres infractions. Donc le président a bien entendu le droit de le faire parce que la radiation n'est pas prononcée par un juge, c'est prononcé par une autorité administrative compétente. Alors,
Maintenant, que peuvent-ils faire? Alors, ils peuvent faire un recours administratif contre ce décret en estimant que c'est une radiation injustifiée. Dans ce cas, ils doivent saisir la Cour suprême par un recours pour excès de pouvoir et c'est justifié devant la Cour suprême qu'effectivement, ils se sont pas rendus coupables des faits qui leur sont reprochés et donc que la radiation n'avait pas lieu d'avoir. Ou alors, ils peuvent faire des recours gracieux auprès du président de la République pour lui expliquer clairement comment la situation s'est produite pour se justifier que ça n'est pas fait. Mais sur le principe, le président a le droit et la loi lui en donne la possibilité. De l'autre côté, les collègues de Alseni Keita, le jeune médecin qui a été atteint par balle à marche de la tentative d'évasion du capitaine Dadis et compagnie, sont en colère. Réunis ce lundi en nombre à l'hôpital régional de Conakry-Sisanta dans la commune de Matoto, ces agents de santé à leur tête, la section syndicale de la structure, ont fustigé le comportement des agents qui ont tiré sur l'ambulance à bord de laquelle leurs défunts et collègues étaient en compagnie d'un patient. Et ces médecins qui ont bénéficié du soutien de la Fédération syndicale des professionnels de la santé demandent justice pour leurs collègues et les autres victimes. Sekou Yatia Kamara. Affligés par la mort de leurs collègues, les médecins de l'hôpital régional de Conakry sont mobilisés devant le service des urgences au sein duquel la victime travaillait. Camarades, salut! Salut! Vous êtes d'accord avec nous qu'on est abattus comme des chiens? Oui! Est-ce que ça doit continuer? Non! Alseni Keita, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été touché par balle aux environs du pont 8 novembre alors qu'il accompagnait un patient à Ignace Dine. Cependant, l'ambulancier ne s'en est rendu compte qu'à l'hôpital d'Onka après avoir rebroussé chemin quand la fille du patient a reçu la balle. Ibrahima Sour Keita. Je commence maintenant de faire mes retourner maintenant. J'ai entendu le mot feu maintenant. Il dit feu. J'ai fait mon sérieux. De quitter jusqu'au la porte là-bas maintenant. Je vais me faire retourner là-bas maintenant. De continuer maintenant. Donc, on est rentré là-bas maintenant, quoi. J'ai dit, urgence, aidez-nous. C'est la balle qui a touché la petite là. On a pris l'enfant là maintenant. On a fait rentrer maintenant pour l'urgence là maintenant. Directement, la petite est décédée. Pour dire maintenant, le docteur, descends encore, on va faire rentrer malade là maintenant, quoi. Il a vu touché comme ça là. La balle a touché maintenant dans sa tête. Le secrétaire général de la section syndicale de l'hôpital régional de Conakry appelle ses collègues à se lever contre la mort de Alseni Keita. Pour Dr Sekouya Diakité, c'est inconcevable de tirer sur une ambulance, même en période de guerre. Une ambulance est un véhicule sécurisé. Dans les conventions de Genève, avec le droit international humanitaire, on protège l'ambulance, on protège les personnes, les établissements de soins, tout est protégé. Alors si on ne se lève pas maintenant là, un jour ils viendront nous prendre ici. Dans les hôpitaux, ça veut dire qu'ils n'auront plus raison d'exister. Le personnel de l'hôpital régional de Conakry a bénéficié du soutien de la fédération syndicale des professionnels de la santé. Après avoir évoqué les cas de Labé et Ratoma où des ambulances ont été attaquées, sa secrétaire générale a demandé justice pour cette nouvelle victime, Sophie Daniel Kourouma. Ce que nous allons demander, camarades, c'est qu'il n'y ait plus jamais ça en Guinée. Pour des hommes en uniforme mal formés qui s'aventurent à de telles pratiques, il faudrait qu'ils soient mis hors danger. C'est pour cela que nous allons demander haut et fort que la justice soit rendue et que l'auteur soit puni à la hauteur de sa forfaiture. L'appel est lancé et il sera réitéré jeudi prochain à la Bourse du Travail où une assemblée générale sera organisée, a ajouté la syndicaliste. Tous les médecins sont invités à arborer ces jours le brassard noir pour davantage dénoncer la mort de leurs collègues dont le corps est pour le moment entre les mains des autorités. Et plusieurs citoyens de la capitale disent être préoccupés pour leur sécurité après les récents événements qui ont eu lieu à la maison centrale de Conakry le 4 novembre dernier. Interrogés ce lundi par notre rédaction, ces citoyens estiment que de tels événements ne devraient pas se produire dans un régime militaire. Ils invitent les autorités à non seulement renforcer la sécurité au niveau de la maison centrale pour éviter ces genres de situations, mais aussi renforcer celle des citoyens et de leurs biens. Mawa et Vassila a interrogé quelques citoyens. Suivez. La tentative d'évasion du capitaine Moussa Dadis Camara et compagnie et les événements qui ont suivi après plongent bon nombre de citoyens dans la stupeur. C'est le cas de ce citoyen que nous avons rencontré dans son kiosque qui a préféré garder l'anonymat. Le fait que ces leaders-là se sont échappés pour ne pas qu'ils se retrouvent contre nous. Parce que compte tenu de la situation du pays, tout le monde sait que ça ne va pas. Ma sécurité est menacée, c'est pas moi seulement, c'est tout le monde. Parce que moi-même, là où je suis comme ça, là, dans mon lieu de travail, j'ai peur. Même sentiment chez Mamadou Aliouba que nous avons rencontré à Koza. Il estime que cet acte ne devrait pas se dérouler sous un régime militaire.
Je suis un peu bouleversé, vu la situation, je ne comprends rien. Surtout quand on voit dans un régime militaire, les militaires aussi font des évasions comme ça et ils sont dans la nature. Nous qui se débrouillons, on ne sait même pas dans quel sens avouer. Donc nous ne sommes pas en sécurité, donc c'est à l'État de voir la situation et nous donner confiance. Cette situation a un impact négatif sur les activités de Mamadou Lamara Nabari. Il déclare que l'État doit renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je ne me sens pas du tout en sécurité. Il y a des détenus qui sont en prison et d'un seul coup on attend qu'il y a évasion. Pourtant ils sont surveillés, c'est des militaires, c'est donc un peu compliqué. Donc on appelle à l'État d'être plus vigilant pour la sécurité des citoyens et le bon fonctionnement des activités. Parce que quand il y a ces genres de trucs, ça paralyse les activités. Et nous en Guinée, si tu sors pas à travail, tu gagnes pas quelque chose. Les autorités, quant à elles, invitent les citoyens à la retenue et promettent de ramener le calme et la sérénité dans la capitale. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée se réjouit de la libération du site Guinée Matin et remercie l'ensemble des journalistes et ses membres pour leur contribution dans la lutte pour la libération de ces médias en ligne. Les responsables du SPPG, entourés d'autres responsables d'associations de presse, l'ont exprimé à travers une conférence ce lundi. Malgré les violences qu'ont subies les journalistes ces derniers temps pour la liberté de la presse, le SPPG a le sentiment du devoir accompli. Alceni Diallo. Salut. C'est avec beaucoup de courage et de détermination que le SPPG a pu tenir tête aux menaces contre la liberté de la presse qui pesaient sur un certain nombre de médias, notamment Guinée Matin. Une lutte qui a fini par payer. Sekou Zamal Pendessa est le secrétaire général du SPPG. Nous ne pouvons pas se limiter à faire l'annonce sans pour autant vous remercier pour l'élan de solidarité dont vous avez fait montre. Vous l'avez prouvé dans les émissions de débat, à travers vos écrits et la marche qu'on avait projetée, parce que ceux-là qui ne savent pas ce qui s'est passé, il y avait une très forte mobilisation, mais puisque les forces de l'ordre sont venues 1 heure avant l'heure prévue pour le départ, nous disperser. Nourou Baldé, administrateur du site Guinée Matin, loue le courage du SPPG pour son combat malgré les menaces. Le syndicat, nous l'avons vu sur le terrain et au-delà. Pendessa vous l'a dit, on ne peut pas tout révéler. Nous savons que beaucoup de choses se sont passées. Il vous a dit qu'il y a eu des choses qui auraient pu nous décourager. Moi-même, je sais qu'il y a eu des choses aussi qui auraient pu décourager le syndicat. Je le sais. Plusieurs responsables d'associations de presse et hommes de médias ont pris part à cette conférence de presse, parmi lesquels figure Amadou Diallo, ancien correspondant de la BBC en Guinée. Pour lui, le syndicat s'est pleinement investi dans la lutte. Le syndicat est resté debout, vous êtes resté debout derrière le syndicat et c'est très important. J'en profite donc pour féliciter le syndicat, pour féliciter son premier responsable et tous ceux qui sont avec et autour de Pendessa, puisque la lutte pour la liberté de la presse incombe aux journalistes. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a, au cours de cette rencontre, remercié ses antennes à l'intérieur du pays, car selon son secrétaire général, leur engagement a beaucoup contribué à mettre fin à ce bras de fer. Autre facette de l'actualité, certains candidats pour le concours de recrutement à la fonction publique continuent de rencontrer des problèmes dans le cadre de leur inscription en ligne, ce qui est à l'origine des files d'attente devant les centres informatiques dédiés à l'enrôlement. Là-bas aussi, les difficultés persistent, comme le témoignent quelques gestionnaires de ces centres qui restent perplexes face à cette situation affectant plus dans la capitale Conakry. Madame Silla les a rencontrés ce lundi à Koza. Suivez son compte rendu. Lamara Nabari gère le centre informatique René Lévesque situé à Koza. Malgré l'affluence des candidats, ce jeune peine à satisfaire ses clients. Il y a pas mal de personnes qui viennent ici pour s'inscrire, mais au fait le site qu'ils ont mis en place, c'est un site qui n'est pas efficace. C'est très compliqué de naviguer là-dessus. Et quand le site arrive à prendre parfois, on rencontre assez de difficultés. Depuis qu'on a commencé à inscrire les gens, on n'est parvenu à inscrire une seule personne. Même nous qui travaillons, on n'est pas parvenu d'avoir
pourra créer notre compte. Ça prend pas. Parfois, on se demande même, est-ce que ce qu'ils ont mis en place, c'est réellement pour le travail à la fonction publique? Parfois, on se demande ce qu'ils ont mis en place, est-ce que c'est une politique d'avoir de l'argent? N'ayant pas accès au site avec son téléphone, Pascal Robert Sayadounou décide d'aller dans un centre pour s'inscrire. Mais il regrette d'y avoir mis pied. Personnellement, je viens ici, c'est pour s'inscrire à la fonction publique. Lorsque j'ai commencé l'inscription via mon téléphone, ça n'a pas du tout marché. Donc, je me suis référé au cyber. Je suis venu ici, c'est les mêmes problèmes. C'est pas du tout facile. Moi, je souhaitais que l'inscription soit une manière plus simple. Mais le site, ça marche pas. À chaque fois qu'on vient ici, les gens du cyber nous disent que voyez, le site, ça marche pas, ça a des problèmes. Cet autre candidat rencontré dans les parages ne compte en aucun cas abandonner quoi qu'il arrive. Amadou Diallo. La plateforme est saturée parce qu'il y a beaucoup de demandes. Moi, je vais attendre. Depuis le lancement de ce processus, la situation va de mal en pire pour de nombreux candidats qui tirent la sonnette d'alarme. Le ministère de la fonction publique est donc interpellé pour soulager la souffrance des candidats. Sport pour clôturer ce journal, le report du congrès électif de la Fédération guinéenne de football est évoqué par plusieurs médias depuis 24 heures. On avance que le CONOR, en raison de plusieurs dysfonctionnements enregistrés dans certaines localités pour les élections des districts ou la crainte de voir un nouveau comité exécutif chamboulé, l'inquiétude de l'actuel staff technique souhaiterait donc un glissement de calendrier. Le candidat Abdul Karim Bangoura Akabe a été interrogé sur le sujet. Il se montre plutôt confiant sur la tenue le 25 novembre prochain. Mouratou Diallo nous fait le point. L'éventuel report du congrès électif de la Fédération guinéenne de football ne passe pas chez le candidat Abdul Karim Bangoura. Pour lui, il faut mettre fin à la normalisation pour penser enfin au développement du football guinéen. J'ai appris ça comme tout le monde et je vous assure que ça m'a fait penser beaucoup de choses parce que c'est pas une bonne nouvelle pour la Guinée si ces élections-là amènent à être prolongées encore ou reportées. Ça serait pas une bonne chose parce que vous n'êtes pas sans savoir que le CONOR ne développe pas notre football. Le CONOR, en quelque sorte, n'arrange que ceux qui composent cette équipe de CONOR-là. Après s'être rendu au siège de l'instance fédérale ce lundi, il a reçu toutes les garanties nécessaires par rapport à la tenue de la date du 25 novembre prochain. Il se montre très rassuré. Ce matin, je suis allé au siège et j'ai rencontré une personnalité et non les moindres de cette équipe-là. On m'a rassuré que les élections auront lieu à date. Bon, maintenant, je n'ai plus d'autres commentaires à faire là-dessus, d'autant plus que, encore une fois, c'est eux qui sont à la charge à ce que ces élections-là aient lieu. Que je vous rassure à mon tour, de mon côté, comme quoi ce n'est que des rumeurs et que les élections auront bien lieu à date. Les prochains jours, nous édifierons un peu plus sur la tenue ou pas du congrès électif de la Fédération guinéenne de football. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Et voilà, c'est tout pour l'actualité sur le plan national. À présent, nous continuons avec le Transinfo. Transinfo. FIM Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. L'Union européenne a décidé de déployer une mission d'observation pour les élections générales en République démocratique du Congo prévues le 20 décembre 2023. L'Union européenne déclare avoir répondu favorablement à une invitation du ministère congolais des Affaires étrangères. Dans une série de posts sur le réseau social X, Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, a relativisé l'exclusion par Washington de son pays de African Growth and Opportunity Act, AGOA, un programme offrant aux États africains des facilités commerciales aux États-Unis. Dans une lettre au Congrès, le président américain Joe Biden a accusé de violation des droits humains le gouvernement ougandais. Au centre de vive critique de groupes de défense des droits humains de l'ONU et de pays occidentaux depuis l'adoption en mai d'un texte baptisé Loi anti-homosexualité 2023. De violents combats foragent dans le nord de la bande de Gaza que l'armée israélienne a affirmé avoir
avoir coupé en deux, refusant de céder aux appels de plus en plus pressants à une trêve humanitaire et en pleine tournée régionale du secrétaire d'État américain Anthony Blinken axé sur l'aide humanitaire. Ces bombardements touchent durement les civils, y compris dans le sud du territoire. Quelques 2,4 millions de Palestiniens sont soumis à un siège qui les prive d'eau, de nourriture et d'électricité depuis le 9 octobre. Donald Trump est arrivé ce lundi au tribunal de New York à 10h heure locale, 15h temps universel, pour se défendre lors d'un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier. Le premier d'une longue série de rendez-vous judiciaires qui bouleverse son chemin vers un éventuel retour à la Maison-Blanche. L'ancien président américain, tempétueux milliardaire de 77 ans, a fait son entrée dans le palais de justice de Manhattan et s'en est pris aussitôt devant une forêt de caméras à la procureure de l'État de New York, Letitia James, qui lui réclame 250 millions de dollars de réparation. 18h25, c'est l'heure du grand format réalisé ce lundi par M. Condé. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. En Guinée, le jeu d'acrobate connaît un engouement chez de nombreux jeunes déshérités à Conakry. Beaucoup parmi eux ont abandonné les études pour se consacrer à ce type d'art, seul moyen pour eux de s'en sortir dans leur vie. Mamoudou Amkondé en a rencontré quelques-uns. Suivez ce reportage. Des rues de Conakry aux écoles de cirque en passant par des plages, ils sont nombreux ces enfants déshérités ou issus de familles pauvres à penser que l'art est le seul moyen de les sortir de la misère. La plupart d'entre eux ont abandonné les études pour réaliser ce qu'ils considèrent comme un rêve. C'est le cas de Mohamed Souma. Depuis que j'ai abandonné l'école, actuellement, je me consacre à faire ce travail parce que nous les enfants de la rue, on n'a pas de quoi manger, mais dans ce travail, on peut se procurer ce qu'on veut. J'ai vu à mes camarades voyager dans ce métier, pourquoi pas moi, parce que j'ai vu à moi, j'ai du potentiel dans ce travail, j'ai jugé nécessaire de le pratiquer. D'autres comme Fodé Ahmed Silla de la compagnie Kira Circus pensent qu'avec la détermination, ils trouveront toujours la solution pour se rendre à la répétition. Pourtant, il peut arriver qu'ils se réveillent le ventre vide et rien dans les poches, explique le jeune amoureux de l'art. Le matin, tu n'as même pas le transport de venir au travail, il n'y a même pas encore le déjeuner. Des fois, tu demandes à ton ami, il t'aide, tu manges, après vous commencez le travail. Après le travail encore, il y a beaucoup de douleurs sur vous, vous n'avez pas mangé encore, donc vous avez obligé de rentrer à la maison. Si beaucoup parmi eux sont attachés à la pratique du cirque, c'est aussi un métier qui représente des dangers. Les pratiquants sont exposés aux fractures, aux entorses et à la mort dans le pire des cas. Mohamed Souma revient sur le cas de l'un de ses meilleurs amis. Les dangers de ce métier, on rencontre beaucoup dans ce métier parce qu'il y a beaucoup de risques. On peut perdre la vie en faisant ce travail. J'ai un camarade qui s'est blessé dans ce travail. Il ne s'est pas en sorti. Il a décédé dedans. Ici même, au lieu de travail. Par manque de matériel, ces jeunes issus des différentes compagnies de cirque se retrouvent en bordure de mer. C'est pour travailler sur certaines techniques. Tu viens ici, tu cherches les bonnes figures. Après, une fois venir dans ton centre, tu peux pratiquer maintenant. Mais tu ne peux pas pratiquer là-bas. Tu n'as pas les bons tapis comme chez les Blancs. Il n'y a pas les ceintures de sécurité aussi. C'est à cause de ça, on vient ici, on pratique les filles qui sont dures comme ça. Quand tu réussis à faire ici, dès que tu pars dans ton centre, tu pourras faire maintenant. Malgré tous les risques qu'ils encourent, ces jeunes ne semblent pas baisser du lest. Pour eux, pas question d'abandonner. Ils iront jusqu'au bout en espérant en tirer profit, ne serait-ce qu'un seul jour. Et du grand format, nous partons à présent avec l'invité de l'actu. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Notre invité ce soir est Alcénie Sall, chargé de communication de l'OGDH. Avec ce défenseur des droits de l'homme, nous abordons l'attaque de la maison centrale de Conakry et les événements qui ont suivi après. Il est interrogé par Ali Silla. Monsieur Alcénie Sall, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Sall, notre pays a été, particulièrement la capitale Conakry, a été secouée par cette attaque contre la maison centrale de Koronti, où les accusés du premier plan dans le procès du 28 septembre se sont évadés ou ont tenté de s'évader. Est-ce que personnellement, vous vous attendiez à cela? Sincèrement, ça a été une grande surprise pour nous et à la fois une surprise
surprise et une inquiétude dans la mesure où, comme vous l'avez dit, ce sont des accusés pas les moindres et dans le dossier des massacres du Stade qui sont en tout cas concernés par ce dossier. Et donc c'était vraiment une surprise et une inquiétude dans la mesure où la question de la sécurité, nous redoutions la question de la sécurité pour les victimes et pour nous autres et pour l'ensemble des acteurs de ce procès depuis le début. Donc il y a eu une peur, nous on a eu peur lorsqu'on a appris cela. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que cette tentative d'évasion peut avoir une répercussion sur le bon déroulement du procès des massacres du 28 septembre? C'est évident, si toutefois on ne prend pas des mesures pour corriger ce qui vient de se passer. Je pense qu'au passage, il faut féliciter les autorités pour les efforts quand même consentis très rapidement après son manquement, bien sûr. En tout cas, cette faille au niveau du système de sécurité, le fait que les autorités ont quand même déployé rapidement des forces de sécurité et qui sont parvenus à rattraper très rapidement 3 d'entre eux, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut que les fouilles continuent pour que la 4e personne soit ramenée aussi à la maison centrale, parce que nous ne voulons pas un procès à minima, nous voulons un procès où la présence effective des accusés est assurée, où les droits des accusés sont respectés. Donc, nous voulons vraiment un procès qui répond aux standards et principes internationaux en matière des droits de l'homme. Je rappelle que vous êtes la partie civile dans ce procès, n'est-ce pas? Tout à fait. Justement, raison de plus, nous sommes aux côtés des victimes et nous tenons aussi au respect des droits des accusés. C'est pourquoi nous demandons à ce que quand même aujourd'hui qu'on crée des conditions pour renforcer la sécurité de tout le monde, et les accusés et les victimes, parce que ce procès, la Guinée a besoin quand même que ce procès puisse aller à son terme, pour qu'une fois quand même qu'en Guinée, on parvient à juger sur nous des responsables des crimes aussi odieux. Le peuple de Guinée a besoin de savoir ce qui s'est passé le 28 septembre. Et s'il y a des accusés qui sont absents, cela peut porter préjudice justement pour contribuer à la manifestation de la vérité. Alors, M. Sall, les avocats qui ont pris la parole pour se prononcer sur ces événements défendent tous la thèse d'enlèvement. Est-ce que vous croyez à cette thèse? Écoutez, je vous assure que nous on était surpris quand même d'apprendre ça de la part des avocats. Mais comme vous savez, nous pensons que peut-être c'est des bonnes guerres parce que ce sont des avocats qui défendent ces personnes. Mais pour nous, la situation qui vient de se produire, en tout cas, si vous voyez les personnes qui sont concernées dans ce dossier, et ce sont des personnes qui étaient quand même toujours ensemble, et on se demande comment est-ce qu'on pourrait viser à kidnapper 5 personnes seulement au détriment des autres. Donc pour nous, ça reste encore une hypothèse, mais comme il y a déjà une information judiciaire qui est ouverte dans ce sens, et nous osons croire quand même que la justice fera son travail et nous élucider par rapport à ce qui s'est réellement passé. Alors, M. Sall, si ce commando a pu franchir le cordon de sécurité au niveau du pont 8 novembre, pénétrer l'enceinte de la maison centrale, faire sortir ces hauts officiers de l'armée guinéenne des cellules de la prison de Koronti, ça veut dire vous-même, la partie civile, vous n'êtes plus en sécurité, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça demande quand même, comme je le dis encore, je pense que depuis le début, nous posions tous cette question de la sécurité des victimes et des magistrats, même il faut aussi parler des magistrats et des avocats, même vous les médias, en tout cas tous les acteurs autour de ce procès, il y a une question de sécurité qui se pose aujourd'hui. Donc lorsque une telle faille de sécurité, en tout cas, arrive à ce stade de procès, en tout cas, vraiment ça crée de la crainte au niveau de tous les acteurs. Donc c'est pourquoi nous, encore une fois, nous insistons la nécessité, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce procès n'aboutisse pas. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache la vérité de ce qui s'est passé le 28 septembre. Donc il faut qu'on travaille vraiment à faire échouer les gens qui sont en train de mettre en place cette stratégie de faire échouer ce procès. Et il faut que ce procès soit aussi, se passe en présence de tous les accusés. Comme ça, vraiment, nous aurons travaillé à solder cette situation et de manière vraiment très responsable et devant la communauté nationale et internationale. Merci, M. Sall. Merci, monsieur. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce film soir. Merci à l'ensemble de la rédaction politique, à Mamadou Aliou Bangora pour la réalisation. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Bonsoir chez vous.